Et il viendra vous montrer un petit peu ce qui... tu as amené quelques petites choses à montrer, quoi. Oui, Voilà. un petit peu. Voilà. Alors, Julien est un jeune. Il est né le 21 avril 1981 à Castres. C'est un castré, les pauvres petits. C'est pas de peau. Son père avait une usine de textile qui avait été créée par le grand-père, en fait. C'est ça. Voilà. Et ta mère ne travaillait pas. C'est ça. Voilà. Il a un frère, Frédéric, qui est né en 79 et qui ne dessine pas, Pas du tout. mais qui écrit. Et qui écrit éventuellement des scénarios de bande dessinée. Voilà. Julien a fait ses études au lycée de Castres et il a préparé son entrée aux Beaux-Arts de Castres. Puis finalement, il est allé aux Beaux-Arts à Perpignan. C'est ça. Bon. Et là, il est resté 4 ans. Parmi ses copains de cours, il se lie d'amitié avec un Cédric Fortier. Oui, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un dessinateur d'Angoulême aussi, qui a sorti 3 albums chez Dargaud il y a quelques années. Voilà. Alors celui-ci lui parle d'Angoulême et de l'atelier Sans eau. La boucherie Sans eau, ça vous rappelle quelque chose, hein, vous qui connaissez Tintin. Hein. Voilà, bon. Et Julien va s'y inscrire de 2004 à 2005. Et là, il va trouver un certain nombre de personnes qui vont vous dire, rappeler quelque chose. Ben, il y aura Jean-Luc Loyer, Cécile Chicot, Mazan et Isabelle Détang. Puis en 2007, ils abandonnent l'atelier Sans eau pour créer l'atelier du marquis. Alors, le marquis de Croque, je ne sais plus comment. Hein. Oui, le nom complet, c'est l'atelier du marquis de Crocogoule, mais on a assez rapidement abandonné Crocogoule pour des raisons phonétiques assez dérangeantes. Et voilà. Alors j'ai demandé à Julien quels sont les auteurs qui l'ont influencé. Alors voilà, tu vas répondre. Voilà ce que tu m'as dit. Hein. Alors, Baudard, qui est pas très connu, mais qui est super bon. Warnant, qui était le dessinateur des 2 premiers sodas, qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Franquin, Moebius. Alors, plutôt Mobius que Giraud. Tu m'as dit. D'abord, Blueberry, j'ai découvert ça. Enfin, j'ai lu mon premier Blueberry à 25 ans, donc j'ai commencé par Les Mondes d'Edena et par Lincade plutôt. Marini, qui avait fait, je fais du western, donc qui avait fait L'Étoile du désert, qui à l'époque m'avait assez marqué, qui est très bien. Claire Wendling, donc. Une angoumoisine. Angoumoisine, ouais, qui m'a réconcilié avec la BD franco-belge à l'époque. Alain Hérol, le scénariste de Cap et de Croc, de Garulfo, de D. Et Gorlido. Ouais, pour le découpage, essentiellement aussi pour les aquarelles de Gornido sur Glaxad. Alors là, tu m'as parlé de quelque chose que j'avais lu, hein, mais qui, moi, m'a pas... qui s'appelle Sandman de Gell-Mann. Hein. Et alors, tu m'as dit que tu te mets à le lire difficilement les 30 premières pages, et puis après, tu ne pouvais plus poser l'album tellement c'était passionnant. Moi, ça a été un cap, en fait, dans mes choix de BD, où j'étais beaucoup axé sur le dessin, pendant longtemps étant dessinateur, forcément j'étais plus attiré par ça. Sandman m'a converti au scénariste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai lu Sandman, où les dessins ne m'avaient pas non plus interpellé, ça fait partie de mon top 5 de BD tout confondu, et à partir de là je me suis mis à choisir mes BD par rapport au scénariste, et plus par rapport au dessinateur. Donc voilà, ça m'a converti au scénariste. Et du coup, c'est une scénariste que l'on connaît bien ici, c'est Isabelle Détang, qui a fait le scénario de tes premiers albums. Voilà. Le tombeau d'Alexandre. C'est ça. Le premier est paru en 2008 chez Delcourt. Elle a même fait le storyboard, tu m'as dit. C'est une relation de travail qui a évolué. Elle est dessinatrice aussi, du coup, elle m'a aidé sur le découpage sur le premier tome. Et petit à petit, je me suis émancipé, j'ai demandé à faire un peu plus de découpage, et ça s'est plus ou moins équilibré au fur et à mesure de la série. Ouais, dans le tome 2, tu commences à travailler au storyboard, et finalement, en 2008 et 2012, il y aura au total 3 tomes. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est une histoire qui se passe en partie à Alexandrie, mais qui parle en fait d'Alexandre. Oui. Là, et on cherche le tombeau. Je ne vous donnerai pas l'affaire.
ils cherchent le tombeau. Il y a une concurrence avec des Anglais. Enfin C'est bon, ça. c'est une belle histoire. Hein. C'est passionnant. Hein. Et alors, ton souci, et le souci à Isabelle aussi, c'était que, ben, qu'entre-temps, on trouve le tombeau d'Alexandre. Bah Ouais. oui, parce que ça aurait foutu en l'air. Oui, notre scénario tombait à l'eau totalement, mais heureusement, il n'est toujours pas découvert, donc on a pu bien gérer ça. Bah oui, oui, on suivait les fouilles archéologiques à l'époque. S'ils trouvaient le tombeau d'Alexandre pendant la confection de l'album, bah, voilà, notre théorie pouvait potentiellement tomber à l'eau, donc voilà, on a eu de la chance. Non, ils le cherchent toujours, tout va bien. L'album tient toujours la route. Ça va. Alors, au troisième tome, la couleur est faite par quelqu'un. Alors, parle-nous de cette personne. Ben, Laure Durandel, mon actuelle compagne. Voilà. Donc voilà, c'est fait en famille. On a une petite fille de 4 ans, mais elle est encore un peu jeune pour qu'on la mette au boulot. Voilà, on va attendre quelques années encore. Ouais, bah oui, je travaille avec Laure, donc, qui est ma compagne, et Fred, mon frère, au scénario sur Stern. Donc oui, j'aime bien travailler avec des personnes proches. Alors, en 2014, chez Dargaud, paraît les 2 tomes de La Banque. Oui, Le scénario, c'est de Pierre Boisserie et Philippe Guillaume. tout à fait. C'est bah voilà, une bonne. Et les albums sont mis en couleur par Delphes. Tout à fait. Ouais. Alors, chez qui est cette Delphes? Bah, j'ai jamais. Ça, c'est des joies d'internet, j'ai jamais rencontré. Elle n'est pas d'Angoulême. Ah non. Bon. Non, ou alors elle est très secrète, Bon, ou elle veut d'accord. pas me voir, je sais D'accord. pas, mais non, non, je sais même, je me rappelle même plus de où elle est. Non, on s'est téléphoné 2 fois, après on a échangé par mail, et vu que ça s'est très bien passé, c'est une super coloriste, Ouais. ben du coup c'est, Mais tu n'as pas dessiné les autres non. La Banque. Alors, pourquoi? En fait, c'était une série où les scénaristes et éditeurs voulaient sortir un album tous les 6 mois. Et trouver un dessinateur réaliste qui réussit à pondre sans problème un album tous les 6 mois, c'est pas courant. Il y en a quelques-uns, mais bon, ils sont 2-3 dans le milieu et pas plus. Du coup, ils sont partis du principe qu'il leur fallait plusieurs dessinateurs pour tenir la cadence. Et ils sont partis sur. C'est une histoire familiale en fait. Et ils sont partis du principe que chaque dessinateur s'occupait d'une génération de la famille. Donc moi, je m'occupais de la première génération. L'autre dessinateur, Malo Karfrieden, s'occupait de la deuxième génération, etc., etc. Alors, c'est une histoire assez étonnante parce que ça explique un petit peu la fortune des Rothschild. Voilà, on a. Et Napoléon est dans cette affaire. Ouais, ouais, c'est. Ben En, ensuite. en fait, hein, je résume, hein, Rothschild, il avait quelqu'un qui s'occupait des pigeons. Oui, Voilà. Et ils suivaient, bien sûr, quel allait être le résultat de la bataille de Waterloo. Donc, Rothschild, il a su à l'avance que Napoléon avait perdu. Mais il a été le seul à le savoir. Donc, il a fait courir le bruit que c'était l'inverse et que, effectivement, que Napoléon avait gagné. Et du coup, les actions françaises se sont effondrées. Rothschild les a rachetées. Et quand on a su que Napoléon avait perdu, tout a été racheté, y compris l'héroïne ouais. de ça. Voilà. Mais alors, il paraît que c'est vrai. Ah oui, oui. Ah oui, Rothschild a multiplié sa fortune par 4. Et à l'époque, le délit d'initié n'était pas. C'était à Londres, ça se passait à Londres. Hein. Ouais. Ouais, le délit d'initié, ça n'existait pas vraiment. Et bon, ils ont pris des mesures après cet événement. Ouais. Non, c'était très malin. Très, très malin. Bon, alors en 2015 et 2018, avec ton frère au scénario, Ouais. mis en couleur toujours par Laure Durandel, c'est Stern. Voilà. Alors Stern, c'est un western, Ouais. mais très très particulier, Ben, ouais, c'est. qui se Ouais. passe dans un milieu pas terrible, quoi. Non, un village un peu paumé. C'est assez Sergio Leone sur le premier tome, en tout Oui, cas. oui, c'est pas le western à la John Ford, c'est Voilà. plutôt à Sergio Leone. Hein. Voilà. Il y a les bordels, les ivrognes, les choses comme ça. Voilà. Mais c'est pas mal. Et lui, il est croque-mort. C'est ça.
Et on est parti sur quelques principes avec la série. 3 principes sur le personnage, c'est pas de chapeau, pas de cheval, pas d'arme à feu. On part du principe que c'est le personnage principal de Stern ne touchera jamais aux armes à feu dans la série. Et il évolue dans un milieu où c'est particulièrement répandu, voilà, mais lui n'y touchera jamais. Donc ça nous force à trouver d'autres solutions au niveau scénario que faire avancer le scénario par un coup de feu ou par un duel. Du coup, on a le point de vue un peu point de vue d'un second rôle, en fait, c'était un des principes de Stern, c'était de prendre le western, de prendre tous les personnages qui apparaissent tout le temps à l'arrière-plan, c'est-à-dire le croque-mort, le blanchisseur chinois, la tenancière de bar, le pianiste alcoolique, et d'en faire les héros. Et reléguer à l'arrière-plan les shérifs autrement dit. Donc voilà, c'était un des principes. Et aussi un des autres principes, c'est que c'est une série à tome indépendant, c'est-à-dire que chaque tome, c'est une histoire complète avec le héros, le personnage du croque-mort. Mais on choisit d'aborder quasiment un genre différent à chaque album. C'est-à-dire que le premier album lorgne plutôt du côté du polar, avec un côté enquête, où le croque-mort, donc Elijah Stern, va enquêter sur un mort un peu suspect qui va s'avérer être une victime d'un meurtre. Voilà, donc ça prend des allures de polar. Le deuxième tome, ça prend... Il va retrouver sa femme, en fait. Ouais, et c'est plutôt une comédie d'action. Donc c'est ensuite une des grandes passions du personnage principal, Stern, qui est un grand lecteur, et qui dans son village... Il peut lire que des pulps. Voilà, ne peut lire que des... Alors il a envie de lire Victor Hugo. Voilà, et donc est obligé d'aller se fournir à la grande ville, à Kansas City. Et voilà, c'est juste ça, et donc ça va pas se passer comme prévu, évidemment, sinon il n'y aurait pas d'album. Et voilà, et c'est plutôt une comédie d'action. Et là, on est en train de faire le 3e tome, et on est encore sur un autre genre, etc., etc. On est parti pour au moins 4 ou 5 albums, et à chaque album, on aura un genre légèrement différent, tout en restant cohérent avec ce qu'on a mis en place sur le personnage principal. Donc voilà. Bon, donc tu travailles à l'heure actuelle sur le tome 3 de Stern. Voilà, j'en suis à 40 pages. Voilà. Et donc, autre nouveauté, c'est la Cour des miracles. Ben là, oui, c'est un projet dont on a commencé à parler il y a 3 ou 4 ans avec le scénariste Stéphane Piatek. Et là, encore une fois, c'est univers différent. Moi, j'avais des envies de récits de cap et d'épée. Et il s'avère que le scénario de Stéphane correspondait à cette envie. Et ben voilà, j'ai décidé d'alterner la Cour des miracles avec Stern. Donc c'est pareil que la banque, c'est un peu basé sur des faits historiques. C'est basé sur la Cour des miracles et ça raconte l'histoire du dernier roi des mendiants et de la fin de la Cour des miracles aussi. Donc voilà, on suit Anacréon qui est le 84e roi des mendiants, donc qui est basé encore une fois sur des faits historiques où le roi des mendiants était élu plutôt démocratiquement à chaque assemblée de la Cour des miracles. Et voilà, on suit donc l'histoire de ce personnage et de sa descendance, de son fils et de sa fille, principalement. Et sa fille est une sacrée bagarreuse. Hein. Oui, et son fils va être pendu. Enfin, spoil, mais c'est pas grave. Ça tient pas que là-dessus, mais oui, effectivement, le fiston va avoir des problèmes. Mais bon, voilà, on a d'autres choses dans l'album. Et voilà, donc moi je suis engagé sur 3 tomes, ça formera un cycle complet de 3 tomes. Et voilà, c'est un vrai régal à dessiner parce que c'est des gueules cassées. Donc moi, j'aime bien les héros bien faits et tout ça. Mais les gueules cassées, un peu cabossées, tout ça, c'est vraiment bien. Comment tu as fait pour trouver les décors? Parce que, bon. On se réfère à ce qu'on trouve sur l'époque, principalement les gravures. Le souci, c'est que niveau peinture, ça représentait le plus souvent les cours royales, plus que les bas-fonds. Donc on se référait plutôt aux quelques gravures qu'on avait, tout en sachant que c'était déjà des interprétations des artistes de l'époque. Rares étaient ceux d'entre eux qui se posaient dans les rues un peu coupe-gorge pour dessiner sur le vif. Non, c'était déjà des interprétations. Donc voilà, on se réfère à ce qu'on en fait dans l'imaginaire collectif, aux descriptions sur les romans, enfin voilà, de ce qu'on peut voir sur le Bossu de Notre-Dame ou les écrits de Victor Hugo. Les pages de garde aussi. Pages de garde, c'est des gravures de l'époque. Des gravures de l'époque. Ça a été ma principale source de documentation.
et d'inspiration. Tu les ai procurés où? C'est le scénariste qui a fait son boulot de documentation, en fait, qui a essayé de rassembler le plus de gravures possibles et imaginables, et moi je me suis référé par rapport à ça. Ouais. Alors, tu as participé aussi à autre chose, hein, un collectif Oui. qui est né ici, au Troisième Homme. Hein, Voilà. Et voilà. Donc, c'est Angoulême, les années noires. Voilà. Avec, Alors, tu me rappelles quel est l'épisode que tu as dessiné, toi? alors, j'ai un petit coup de fatigue, c'est sûr. C'est- Comment il s'appelle? C'est pas celui qui était Si. devant les casernes là-haut. Si, hein. tout Voilà. à fait. Qui a J'ai été tué tué devant par les la casernes. Gestapo. Hein. Ouais. André Chablas? Non, Bertrand Labrégère. Euh, Bertrand Labrégère. Oui, putain, la vraie gère. Non, c'est Chabas. Chabas. C'est oui. René Chabas. René Chabas, C'est ouais. René Chabas. Contre C'est, la Brégère, c'est pas lui qui l'a fait. René Chabas, ouais. Ouais, donc, histoire courte de 6 pages avec Hervé Vlantiez au scénario, et ma foi, une fort belle histoire. Ouais, c'est Voilà. premier et seul collectif pour l'instant que j'ai fait. Ouais, Voilà, donc on a fait un tour rapide de la carrière. Maintenant, si vous avez des questions à poser, et puis après tu vas nous montrer un petit peu Ouais. ce que tu as. Alors oui, alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que il dessine beaucoup à l'ordinateur. Et oui, hélas pour les collectionneurs, oui. C'est, Pour les collectionneurs et pour les musées. Ouais, aussi, c'est, ça nous pose problème. donc j'ai juste des traces sur Stern parce que la mise en couleur, il y a une partie à l'aquarelle, donc j'ai une partie à l'aquarelle. La Cour des Miracles, 100% numérique. La Banque, 100% numérique. Et Tombeau d'Alexandre, des planches originales, mais que j'ai pas apporté. Là, j'ai que du Stern. D'accord. Donc voilà, non, voilà, je fais plus de pages, mais voilà, elles sont pas, il n'y a pas de traces sur le papier. Ouais, Après cette rencontre avec Julien, j'ai décidé, avec son accord, de faire une exposition sur lui. C'est-à-dire ce qu'on a raconté là, de le faire, qui serait présenté à Fourques-sur-Garonne, hein, qui est un petit festival très sympa, et où nous irons avec Jean-Luc Loyer, avec Fosy et avec quelques autres. Hein. Voilà, alors ça c'est pour le mois de mars Ouais. 2019. Hein. Il faut bien ce temps-là pour préparer l'exposition. Voilà. Voilà. Bon, maintenant vous pouvez y aller, vous poser des questions et toi sors un peu tes Oui. planches. Alors, J'ai une question sur la Cour des Miracles. Ça fait quoi l'expérience de la prépublication en cadre? bah, ça fait plaisir de voir ça dans un magazine. Après, ça n'a pas changé grand-chose à mon compte en banque ou autre chose. Non, ça fait plaisir. Enfin, j'ai le magazine, c'est marrant. Après, je sais pas, on n'a pas encore les chiffres de vente, donc je sais pas si ça a une influence sur la réception de l'album après coup ou pas. Je sais pas du tout. C'était prépublié les Cadran, dans quoi c'est filiale de Sony. Ouais, c'est. Oh non, c'est pas si nouveau. Ah non, c'est En pas fait, nouveau. ils se sont cherchés pendant assez longtemps. Et là, ils ont pris un côté un peu historique, réaliste depuis quelques années avec Pellerin, justement, qui a donné un peu le là sur le reste. Et voilà, donc maintenant que ça a été racheté par Delcourt, honnêtement, je sais pas trop ce que va devenir la collection, parce qu'ils n'ont pas grand-chose non plus. Et ça ressemble énormément à la collection Histoire et Histoire de Delcourt. Ça fait un peu doublon, je pense, à l'échelle de l'éditeur. Donc voilà, ils perdent pas d'argent, donc ça va continuer tant qu'ils perdent pas d'argent. Mais voilà, je serais pas étonné que ce soit absorbé d'ici quelques années par Delcourt ou quoi que ce soit. Un directeur éditorial. Oui, qui est en Chine. Ouais, c'est un peu étrange, mais voilà, non, voilà, ça, je pense que c'est annonciateur de l'avenir de la collection, quoi. Voilà, elle travaille 2 jours par semaine sur la collection en Chine par mail. Je l'ai croisée une fois il y a 3 ans. Voilà. Hein? Oui, elle est française, elle est juste, elle vit à Beijing, donc voilà. Pour la faire venir, c'est Non. Ben, on la voit pas souvent. Ouais. Bon, voilà. Disons que ça va coûter cher le budget. Oui, bien sûr. Le tirage pour la Cour des Miracles, il est de combien? J'ai demandé, j'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas. Donc,
Au début, ils m'ont dit dans les prévisions entre 10 et 13 000. Après, j'ai redemandé et pas de réponse. Non, ça se passe pas super bien. Non, il y a un peu de la rétention d'informations, donc bon, voilà, ça arrive. Des fois. Enfin, voilà. Après, j'ai toujours été payé en heures. Enfin voilà, ce qu'il fallait, il n'y a pas de souci au niveau financier. Après, au niveau information sur le tirage, sur la réception, sur le truc. Voilà. Tu es payé la planche au départ Ouais. Ouais, Payé à la planche. au nombre de planches ou à l'album? Nombre de plages, enfin voilà. Après, enfin voilà. Si on me propose un forfait, j'ai juste à diviser en fonction du nombre de pages pour savoir combien je suis payé à la page. Mais non, je demande à tout payer à la page, c'est plus pratique au niveau financier. Donc là, j'ai apporté des planches de Stern. Donc, aussi. On a eu la chance d'avoir des tirages de tête de Stern, donc en format planche. Donc ça permet de voir. En fait, là c'est sur le premier tome. Donc là, ça sera feuilleté après. Donc Stern, c'est un vieux projet qu'on a présenté. Oula, j'ai fait tomber quelque chose. Qu'on a présenté une première fois en 2010-2011, qui a été rejeté par tous les éditeurs. Et à juste titre, enfin voilà, parce que le scénario n'était pas tout à fait au point, les dessins non plus au final. On a retravaillé le scénario et les dessins, on l'a représenté 2 ans plus tard, en 2013, du coup. Et la deuxième fois qu'on l'a présenté, c'est passé. Et en fait, le tirage de tête, ici, on a pu montrer à quoi ressemblait la première mouture du projet, quels ont été les changements qu'on a effectués sur l'histoire pour que ça soit accepté par les éditeurs au final. Donc voilà, il y a ça dedans, il y a toutes les planches donc, en aquarelle. Ça, c'est au niveau de la mise en couleur. Je dessine en numérique. J'imprime le noir et blanc sur du papier aquarelle, je place les ombres au lavis, je scanne et je finis sur Photoshop. Donc voilà, le tirage de tête permet de voir toutes les planches en aquarelle. Et voilà, c'est une méthode qui permet d'avoir un semi-original. Bon, c'est pas un vrai original. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, personne ne mange, hein. Bon. Voilà, donc ça permet d'avoir quand même une trace papier de ce qu'on fait. Et puis moi j'aime bien au niveau, ça permet d'avoir aussi un aspect un peu plus naturel sur les couleurs. C'est-à-dire, moi j'adore l'aquarelle, donc voilà, ça permet d'avoir une sorte d'entre-deux. Oui, on peut faire un comparatif là-dessus pour voir comment ça marche. C'est ça, on peut passer les deux. Oh oui, oui, Et quand... Parce qu'en même temps, l'Airtaker est sorti, vous êtes pas mince, deux croque-morts. On était anéantis. On était en train de boucler la deuxième version du projet. Donc c'était en 2013, au moment de présenter Stern. Et on a appris ça, première réaction, c'est on est foutu. On est foutu, enfin voilà. Heureusement, on a pu rencontrer assez rapidement Xavier d'Horizon, Ralph Meyer, et parler de la situation à l'éditeur aussi. Pas de chance, croque-mort, western et tout ça. Mais en fait, ça s'est bien passé. Enfin, voilà, C'est bien passé de l'autre côté. on a la chance que Stern ce soit un vrai faux western. C'est-à-dire qu'on a le contexte du western, mais ce qu'on y raconte en fait, c'est pas du tout du western. Undertaker, c'est beaucoup plus frontal, c'est vraiment, c'est les duels, les armes à feu, un peu tous les. Voilà, c'est un vrai bon western à la John Ford ou à la Léon, enfin voilà quoi. Donc voilà, heureusement, c'est des façons d'aborder le sujet radicalement différentes. Et finalement, Stern, ça a été bien reçu par le public et par la critique. Donc, et les Libas ont fait assez rapidement la différence, mais on nous en parle très souvent. Oui. Forcément, ça sort la même année. Oui, c'est. Donc voilà. Mais non, nous c'était 2011, hein, et ça a été refusé partout. Voilà. Pas de chance pour nous. Et voilà, je peux faire passer le bouquin. Donc, Oui. c'est. Attends, je vais enlever ça. On a aussi une histoire inédite, 5 pages, les 5 premières pages qu'on a fait spécialement pour ce livre-là. Et à la fin, on a les vieilles planches. D'accord. Donc à comparer aussi avec, avec l'album. Enfin voilà quoi, c'est voir les différences. Je fais. Voilà. Aussi, je peux faire passer en sens inverse. Donc le tirage de tête du second. C'est qui l'a fait celui-là?
qui est sur le même principe, qui montre les planches en aquarelle. Et là, par contre, on a eu beaucoup de discussions sur le climax et certains personnages du récit. Et en fait, on a quelques pages à la fin de l'album qui montrent ce qu'on a écarté comme possibilité scénaristique, ce qui constitue des scènes coupées ou des idées qu'on a coupées un petit peu. Ça ferait pas une belle image, ça? Et voilà. Ouais, c'était le but. C'est vraiment une comédie. En fait, Julien nous a fait une image il n'y a pas longtemps. Julien nous a fait une image il n'y a pas longtemps. Il nous a fait une image il n'y a pas longtemps. Ah ben voilà. Ça doit être épuisé. Ça doit être C'est pas beau, hein? Non, il y en a quelques-uns. Je crois qu'il en reste une soixantaine. Il y a quelque chose comme ça. Comment ça va? Et c'est où Black and White? Black and White, ils sont à Strasbourg. À Strasbourg. Et ouais, ils font des super bouquins. Ils sont beaux, hein. C'est magnifique. Oui, non, mais je savais pas parce que il y a Francis qui y était, c'est pour ça. Ah oui, le pauvre, j'ai enlevé des mains. Il est plus rien. À combien ils sont tirés, les tirages de tête? 253 exemplaires. Pardon, je viens de voir. Enfin, celui que j'ai passé là, il y avait. En fait, il y a 2 éditions sur chaque bouquin. Il y a Mais il y a peut-être d'autres. deux Un couvertures numéro différentes pour le deuxième tome. En tout, je crois que c'est entre 300 et 350 exemplaires. Ça, c'est le deuxième, ça je. C'est le Le deuxième. C'est du burlesque. Je sais pas. C'est dans... Où est-ce que c'était prépublié, La Cour des Miracles? C'était dans L'Immanquable. L'Immanquable. Ah, c'est dans L'Immanquable. Là, Ah oui. dans l'Immanquable. quoi. L'Immanquable. Ils te payent dans l'Immanquable. Il paye l'éditeur. Je m'en doutais du coup. Il se rembourse l'avance sur droit comme ça. Ah, c'est Bosser, ça, hein? Ça va. Frédéric Bosser. Ouais, c'est ça. Parle plus fort pour les Non, questions. Hein? Posez les questions plus fort que tout, Oui, que tout le monde entend. demandez, Ils sont en train de demandez, regarder les planches, où mais ils ça peuvent avait été écouter en même temps. prépublié, La Cour des Miracles, c'est prépublié dans l'Immanquable. L'immanquable. Hein? L'Immanquable. L'Immanquable. Qu'est-ce que j'ai dit? L'immanquable. Ah, ouais. Voilà, donc c'est Bankable. Bosser C'était qui l'heure fait de ça. dormir, de lit, mais C'est non. c'est Les Frédéric Bankable. Bosser qui fait ça. Superbe. Ça. Ouais, d'accord. Ouais, sur certaines planches, j'avais tenté la bichromie pour changer. Ça, c'est des planches faites pour le tirage de tête. Tu fais un travail particulier pour le tirage de tête. Là, ouais. Moi, Sur j'avais le... compris que c'était du travail préalable à la... Non, alors il y a de la tout. mise en couleur. Il y a de tout. En fait, il y a plusieurs trucs dans le tirage de tête. Donc sur le premier tirage de tête, il y a 5 pages inédites. Il y a tout l'album en la vie. Il y a la version de 2011 et l'ancien scénario aussi de 2011. Donc voilà. Est-ce que Stern, il y avait les 3 tomes dès 2011? On avait prévu, on avait déjà le scénario des 2 premiers et le pitch du 3e qui a évolué entre temps. D'ailleurs, ça y est dedans. Il en est à la planche 40. Donc à la fin de l'année, on devrait l'avoir normalement. Je vais finir pour fin de l'année ou janvier. Pour Angoulême. C'est où ça déjà, Angoulême? Angoulême, Voilà. c'est Ça, en fait, c'est ce qu'on c'est dans un pays pourri, la Charente. Non, c'est pas possible ça. Il est où, Patrick? Attends. Ouais, ça remonte. Hein, Ça, Ah, ça fait longtemps qu'on le connaît. Tout à l'heure, on parlait de notre mort. Le fait qu'il y en ait deux qui soient tellement différents, ça n'a pas été un défaut d'appeler les Alors, auditeurs. Je sais, Parce que le western, a priori non. ça correspond au western qui remontait un petit peu dans les... Après nous, on était embêtés parce que notre principal argument de vente, c'était c'est un croque-mort western, ça n'a jamais été fait avant. Et puis là, il y a un Partaker qui sort 2 mois avant. Ah, t'es là, ok, mais on peut plus dire ça. Du coup, heureusement, on avait d'autres choses à dire sur l'album et tout ça. Mais sur le moment, on était vraiment, on était à 2 doigts de l'abandonner, quoi. Oui, ça aurait été Oui, dommage. oui, bah C'est oui. une réussite quand même. hein. Bah oui, au final, on est content de l'avoir fait. Commercialement aussi. Oui, bah oui. Ça va, ça va. Non, on est entre 20 et 25 000 sur le premier tome. Donc, sur le deuxième, ça va être entre 15 et 20 000. Non, c'est bien, c'est bien. Enfin, c'est la BD que j'ai faite qui s'est le mieux vendue. on voudrait acheter. Non, mais l'histoire. Hein Ah bon Ouais, pour le musée. Ah, d'accord.
Rencontre celle-là. Ah, la couve. La couverture, bah oui, forcément. Ah, oui, je comprends. Ouais, j'avais pas pensé à ça, mais ouais. Alors, ouais, c'est plus cher, mais en fait, c'est un sous original, donc c'est pas très cher. Les planches normales, c'est bon. La couve, les planches, c'est